Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Frédéric Méran, je suis le directeur scientifique du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur les élections en Afrique francophone, état des lieux et perspectives. C'est une table ronde qui est organisée en collaboration avec nos amis et collègues de l'Université d'Ottawa, plus précisément Marie-Ève Desrosiers, titulaire de la chaire de recherche, je vais devoir lire le titre parce qu'il est très long, la chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et les mouvements politiques en Afrique francophone. Alors, c'est une activité que j'attends depuis longtemps et avec beaucoup d'intérêt et qui s'inscrit dans le développement au Cerium d'une expertise de plus en plus riche sur les enjeux francophones avec le soutien du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Donc, nous essayons de donner la parole à ce que la recherche francophone sur les enjeux africains fait de mieux, et vous allez en voir aujourd'hui un bon exemple, mais aussi aux praticiens, aux acteurs qui animent la vie économique, politique et sociale sur ce continent. Alors, cette table ronde a été organisée par le chargé de recherche sur les questions africaines au Cerium, que je remercie pour sa préparation, Steve Tiwa Fomekong, qui était aussi à la manœuvre dans un colloque que nous avons organisé au mois de février sur l'Afrique en chantier. Steve a aussi préparé, je le dis avant de commencer la table ronde, en l'honneur de la journée de l'Afrique, qui était le 25 mai, toute une série de suggestions, de lectures, de films sur l'Afrique pour ceux et celles qui soit ne connaissent pas bien la vie culturelle sur ce continent ou qui pensent le connaître mais qui ont encore des choses à apprendre ou qui simplement souhaitent participer à un échange plus large. Donc, je vous invite à consulter toutes ces recommandations qu'il a patiemment préparées au bénéfice de tous et de toutes, qui sont sur le site du Cerium, cerium.umontréal.ca. Donc, je vous remercie tous et toutes d'être là avec nous ce midi pour une table ronde qui va durer environ 1h30. Cette table ronde sera animée par ma collègue, la professeure Marie-Ève Desrosiers de l'Université d'Ottawa, titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale que j'évoquais un peu plus tôt et que je remercie également d'être ici avec nous. C'est un webinaire, donc si vous n'êtes pas familier ou familière avec ce format, essentiellement, vous allez voir l'image de nos intervenants pendant l'animation, mais si vous avez des questions ou des observations ou des commentaires, il vous suffit de les inscrire pendant toute la durée de la table ronde dans la petite boîte Q et R. Donc, vous pouvez poser vos questions et Marie-Ève Desrosiers fera une sélection de ces questions qu'elle pourra partager avec nos intervenants et avec nos intervenantes. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être là et je cède la parole à Marie-Ève Desrosiers pour le début de cette table ronde. Merci Frédéric et merci au Cerium pour cette belle collaboration avec ma chaire. Désolée du retard aujourd'hui, c'est un événement qui est international et donc on a évidemment les petits pépins habituels de connexion, mais l'événement promet, c'est sûr. Notre rendez-vous aujourd'hui, évidemment, porte sur les élections en Afrique francophone, état des lieux et perspectives. Pourquoi le sujet? Ben, je pense que vous le savez probablement, les chercheurs, entre autres les politologues, s'attardent depuis quelques années déjà à certaines tendances politiques importantes en Afrique. On a, entre autres, d'un côté, un recul démocratique en suivant la tendance mondiale et qui se traduit, entre autres, en Afrique vraiment par un enracinement de ce qu'on appellerait l'autoritarisme compétitif. On voit aussi une vague depuis déjà une bonne décennie de contestation politique qui touche toutes les régions de l'Afrique subsaharienne. Et les élections, elles sont vraiment au cœur de ces deux tendances. Entre, par exemple, la manifestation de cette hybridité politique qu'on retrouve, par exemple, dans l'autoritarisme compétitif, et parfois même l'utilisation des élections comme outil pour justement une forme de résilience autoritaire. Mais les élections sont aussi un moment, que ce soit en amont ou autour des campagnes politiques, mais même l'élection en soi, de venir exprimer une volonté populaire de
changement. Et d'ailleurs, ces dernières années, plusieurs pays d'Afrique francophone ont organisé d'importantes élections qui ont soulevé certains de ces enjeux. Des élections, on a vu entre autres s'affronter les tenants d'un statu quo, et entre autres d'un statu quo autoritaire, à des forces qui expriment des aspirations de changement avec, bien entendu, des impacts très différents, du moins en termes d'alternance politique, qui est généralement l'impact le plus direct qu'on observe. On peut penser entre autres à ce qui s'est passé en République démocratique du Congo ou en Guinée, encore une fois, deux impacts ou de nature très différente. Et notre panel aujourd'hui est vraiment l'occasion de venir explorer certains des enjeux qui entourent ces processus électoraux. On étudie la teneur, entre autres, le processus en soi, mais également justement la profondeur de certains des changements qu'ils amènent avec 4 spécialistes dont la diversité de profils va vraiment nous servir à brosser un portrait large de la question. Je trouve ça vraiment fascinant ce qui se profile aujourd'hui. Regard politique et ou regard sécuritaire de l'angle des institutions ou de la société civile, et avec également un regard sur des régions qui sont des sous-régions très différentes, du Cameroun au Burkina Faso, en passant entre autres par la RDC et le Burundi. Donc, je vous les présente. Entre autres, on a Fred Bauma, je vais juste vérifier que tout le monde soit dans la salle, peut-être pas, mais on a Fred Bauma, qui est le directeur de recherche du groupe d'études sur le Congo, qui est basé à la New York University et qui est également un des membres fondateurs de l'organisation La Lucha, Lutte pour le changement, qui est une des organisations phares de la société civile congolaise, Congo-RDC, qui œuvre entre autres au niveau de la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de la justice sociale. On a sous peu Nadine Machikou, qui est enseignante-chercheur à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun et dont les recherches portent entre autres sur la démocratie, l'état de droit, la paix et la sécurité. On a le professeur Emma Nyezi Bissoka, qui est juriste, politologue et professeur d'anthropologie politique à l'Université de Mons en Belgique. Il a déjà proposé des analyses, entre autres, sur les élections au Rwanda, au Burundi et en RDC, mais il travaille aussi les élections d'un niveau plus local, entre autres en regardant comment on peut voir l'implication des groupes armés dans les processus électoraux en RDC. Et non le moindre, le professeur Abdul Karim Sédou, qui est politologue et enseignant-chercheur à l'Université Thomas Sankara à Ouagadougou, au Burkina Faso, et dont les travaux portent sur les enjeux sociopolitiques en lien avec les élections et la démocratie en Afrique. Frédéric a déjà présenté mon compagnon dans l'organisation de cet événement, Steve Tiwa. Je le salue puisqu'il a été vraiment un des piliers de l'organisation du point de vue conceptuel et logistique de l'événement. Frédéric le mentionnait un petit peu les aspects plus logistiques de l'événement. Je reviens rapidement là-dessus. Comme structure, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une discussion qui va s'articuler autour de questions que je poserai aux panélistes, qui va être suivie d'une période un petit peu plus traditionnelle ou conventionnelle de questions et d'échanges avec le public, c'est-à-dire avec vous. Ce qui signifie qu'en tant que public, vous n'avez pas accès au micro ou à la vidéo, mais vous avez l'outil questions-réponses que vous pouvez utiliser pour formuler des questions, vous adresser à nos panélistes. Vous pouvez le faire en tout temps, même pendant que je mène la discussion avec eux. Donc, on va recueillir vos questions et on les posera durant cette période de discussion un peu plus large, un peu plus formelle. Donc, un gros bienvenue, encore une fois, à tous. Un gros merci à nos panélistes pour leur temps et leur présence. Je vais donc commencer la discussion et je la lancerai justement, comme on l'entendait dans le titre, sur un état des lieux en vous posant une question que j'adresse à tous. Je le mentionnais au cours des dernières années, on a vu une série d'élections assez importantes dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Et je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de ce que certaines de ces élections ont pu signifier ou signaler en termes de portrait politique pour l'Afrique
francophone. Je vais même tricher un peu parce que je vais peut-être vous suggérer un autre angle si vous le voulez, mais évidemment, on a souvent une forme de pessimisme par rapport à la profondeur de la mise en application des normes de gouvernance démocratique en Afrique, mais ces élections, elles continuent d'avoir lieu et elles continuent d'être un moment important de désignation des dirigeants politiques dans plusieurs pays d'Afrique francophone. On respecte les calendriers. On voit aussi des publics africains qui continuent de demander justement la démocratie. Donc, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette ouverture ou cette adhésion constante à ces processus électoraux et à la démocratie en Afrique francophone? J'irais peut-être par ordre alphabétique. Monsieur Beaumont, je vais vous passer la parole en premier. Merci beaucoup. Je suis à Kinshasa pour le moment, donc la connexion est mauvaise et je crains que la vidéo ne me permette pas de participer au programme. Mais je vais donc essayer de répondre à vos deux questions. C'est vrai que pour moi, lorsqu'on regarde les élections sur le continent et les tendances ces dernières années, il y a deux choses qui ressortent. Et c'est peut-être par là que je vais aller pour parler de la signification de ces élections pour le portrait actuel de l'Afrique francophone. Les deux choses, c'est qu'il y a des élections qui s'organisent de plus en plus régulièrement. Et la deuxième chose qui est liée à la première, mais qui est distincte, je pense, c'est la mobilisation qui a lieu autour de périodes électorales, avant, pendant et après les périodes électorales. Et je pense que si on regarde simplement les élections, du point de vue de combien de fois les gens vont de plus en plus vers des centres de vote où ils sont supposés, entre guillemets, choisir leurs autorités, on remarquera que dans les années passées, il y a eu de plus en plus d'élections dans des pays francophones. Certains pays, même ceux qui sont dirigés par des pouvoirs très autoritaires, arrivent à organiser des élections assez régulièrement. On voit au Rwanda, par exemple, on voit au Cameroun, on voit chez moi en RDC, même si c'est toujours sujet de débat. Mais de la même manière qu'il y a régularité dans l'organisation des élections, ces élections-là ne sont pas souvent de processus qui conduisent à un libre choix de dirigeants par des populations. Ces élections sont au mieux des processus par lesquels ces dirigeants ces dirigeants valident leur position plutôt que des processus par lesquels ils s'offrent au choix de leur population. Et je pense que, vu sous un certain angle, les élections sont surtout destinées à la consommation extérieure. Ça veut dire que les dirigeants, dans leur langage, ont besoin de dire qu'ils ont été choisis par la population. Et même lorsqu'en réalité, ce n'est pas la population qui les choisit, c'est important pour eux de continuer à au moins faire semblant d'être élus par leur population ou d'organiser ces élections régulières, même si les résultats ne reflètent pas souvent la réalité en amont et en aval. Mais c'est destiné à l'extérieur. C'est pour, après, on va dire, bon, il y a eu des élections, la Cour constitutionnelle ou les cours suprêmes de ce pays ont statué, voilà, c'est une légitimation externe. À l'intérieur, ça ne change pas beaucoup de choses. Mais d'autre part, on pourrait le regarder sous un angle de mobilisation que cela provoque. Et je pense que c'est là que le processus électoral, ou en tout cas le chemin qui conduit à ce processus électoral, pourrait être vu comme quelque chose qui renforce la démocratie dans nos pays. Parce que les moments des élections, le moment avant et autour des élections, sont des grands moments de mobilisation citoyenne. Et on a vu dans notre pays, on a vu au Congo, où dans le processus dans lequel moi j'ai beaucoup participé, ou même dans d'autres pays, au Sénégal ou au Burkina Faso, le moment autour des élections ont été des moments où la mobilisation citoyenne est plus grande. Et je pense avec le temps,
les populations ont appris à mieux se mobiliser, à mieux s'organiser, à mieux utiliser leur force comme une force politique. Et ça, c'est très intéressant à voir. Et ça, c'est positif, je pense. À la longue, probablement qu'on arrivera plus efficacement à transformer cette mobilisation en un moteur de transformation politique du continent au-delà simplement d'échanger ou de maintenir les élites en place. Donc, pour me résumer, ma réponse, c'est que on peut le voir de deux manières. On peut le voir sur le point des élections et de la qualité des élections malgré leur régularité. Et sur ces points-là, on pourrait être très pessimiste et avec raison. Mais on peut également le voir sur le point des mobilisations que ça provoque et des nouvelles perspectives que ça ouvre pour les jeunesses africaines. Et sur ces points-là, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je vous remercie pour cette réponse qui justement nous demande d'avoir une vision un petit peu plus globale des élections, pas uniquement au moment en tant que tel. Je vous pousserai bien entendu tantôt sur certaines de ces pistes d'action de la société civile. Mais je vais tout de suite passer la parole au professeur Bisoka pour qu'on entende sa perspective. Merci beaucoup et merci à Fred d'avoir mis effectivement un point fort sur la question de mobilisation sur laquelle on va revenir. Mais on peut dire beaucoup de choses tout à fait différentes sur les élections en Afrique francophone, tellement il y a de différences entre les pays qui la composent. Je vais donc me concentrer ici sur l'Afrique de Grand Lac, où il y a eu ces dernières années des élections présidentielles. On les a eues en 2020 au Burundi, en 2018 en RDC, en 2017 au Rwanda. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans ces pays, la volonté pour les dirigeants de soigner une apparence démocratique tout en œuvrant pour gagner à tout prix ces élections est encore très forte, comme le disait Fred. L'usage de la violence, le contrôle et l'usage de ressources de l'État, la fermeture de tout espace à l'opposition ou à la critique en provenance de la société civile sont autant de stratagèmes mis en œuvre pour y parvenir. De ce point de vue, une perspective de longue durée donne l'impression d'être dans du déjà-vu, c'est-à-dire dans ce qu'on a vécu entre les années 60 et 90, où les acteurs politiques s'appropriaient continuellement les règles pour ensuite produire ce qui leur convenait, c'est-à-dire la volonté de rester au pouvoir. Mais on peut dès lors comprendre la logique de ceux qui estiment qu'on ne peut pas parler de transition démocratique depuis le début des années 2000, mais simplement une forme d'alternance des périodes démocratiques instables et imparfaites et des phases plus autocratiques, hein, comme ce qu'on a vu au Burundi, par exemple, entre 2003 et 2005 et 2015 et depuis 2015. Mais je pense qu'il y a lieu d'affirmer que malgré l'adaptation des élites au pouvoir, aux nouvelles règles démocratiques, l'organisation des élections en Afrique francophone et plus spécifiquement ici en Afrique des Grands Lacs a donné une base importante à l'opposition politique, à la société civile et au peuple plus largement pour exiger plus de démocratie, plus d'état de droit et plus de justice sociale. Cette base lui permet d'exercer un contre-pouvoir nécessaire pour soutenir et renforcer le processus démocratique, comme par exemple ce qu'on a vu au Congo depuis 2014 ou au Burundi avant 2015. Mais cela n'est pas possible, hein. On n'arrive pas à concevoir ce regain d'intérêt pour les élections comme une avancée dans des pays où la violence des régimes au pouvoir continue à dissuader complètement toute forme d'opposition.
Je vous remercie pour ce portrait qui nous brosse bien la situation, entre autres dans le centre de l'Afrique, où cet enracinement est peut-être un peu plus présent qu'ailleurs, cet enracinement autoritaire. Je passerai maintenant la parole à la professeure Nadine Machikou. Professeur Machikou, on vous demanderait vos réflexions, justement, les réflexions que vous inspirent certains processus électoraux plus récents en Afrique francophone. Alors, je voudrais vous remercier et vous prier de me permettre de ne pas mettre ma caméra parce que j'ai quelques difficultés de ce point de vue, n'utilisant pas mon ordinateur. Je voudrais vous remercier infiniment de m'avoir convié à cette conversation. Il me semble que, en ce qui concerne les pays, je dirais de l'Afrique centrale, Cameroun, Tchad, RCA et Congo, il me semble constant de rappeler quand même qu'il y a deux processus à l'œuvre qui me semblent être de fond, puisque vous m'avez interpellé par rapport à des tendances, disons des tendances actuelles. C'est d'une part une démarche qui est une démarche de performance électorale. On sait que globalement l'institution électorale est largement contestée, en particulier par l'opposition, mais aussi plus généralement par tous les professionnels globalement, les professionnels de la démocratie, les rapports qui sont faits et l'accompagnement en termes d'ingénierie démocratique, d'ingénierie électorale, montrent bien que bon nombre de ces pays n'ont pas réussi, je dirais, à transformer l'esprit des élections sans choix ou avec très peu de choix, ce qui fait que globalement, l'exercice électoral ou l'institution électorale va être une institution qui œuvre essentiellement à produire une performance. Et cette performance, eh bien, elle se voit à la fois dans la production de la légitimité. Cette production de la légitimité, c'est avec tout un exercice de légitimation du processus, tout un discours sur le niveau d'inscription sur les listes électorales, un discours sur le niveau, la qualité du processus de mobilisation. Et je dis bien que ce processus est un processus porté par les acteurs essentiellement au pouvoir. Et du coup, au fond, autour de cette question de cette faible institution, de cette fragilité de l'institution électorale, on voit se mettre en place toute une économie, je dirais, toute une activité, une ingénierie avec des acteurs internationaux, nationaux, des acteurs de la société civile qui, depuis quelques années, font valoir un travail, disons, de transformation du champ politique pour qu'il soit plus ouvert. Ce que je voudrais dire de ce point de vue aussi, et ce qui me semble être une tendance lourde, c'est que les processus électoraux ont conforté une dynamique d'autocratisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux mettre en avant, c'est l'idée au fond que à partir de la fin des années 90, je dirais même à partir de la moitié des années 90, on a assisté à un processus continu de fermeture, de fermeture démocratique, de développement inverse de la démocratie avec progressivement des institutions qui ne parvenaient pas à faire croire, à faire voir, je dirais, de l'ouverture et de la participation inclusive. Et ce mouvement d'autocratisation, il s'est passé y compris dans les règles, par exemple les règles électorales, qui sont de plus en plus fermées. Et on voit comment, justement, l'exclusion de certains candidats va se jouer dans les règles, d'une part, et aussi dans les institutions, en particulier les institutions judiciaires, où on voit comment il y a une judiciarisation du traitement de l'opposition. Un certain nombre de candidats de l'opposition vont se retrouver en prison au Congo, etc., dans un certain nombre de pays, au Cameroun aussi. Et donc, ce mouvement de fermeture progressive, de fermeture du jeu, doit être analysé aussi comme, je dirais, quelque chose qui n'a pas été perçu comme tel dans les classements. Vous savez, tous ces classements internationaux à partir desquels certains de ces pays étaient classés comme des pays gris, des pays en démocratisation. Vous savez, tous ces schémas de démocratie à adjectifs. Et en fait, il y a eu un biais épistémique puisque à partir de ces classements, ces pays et ces processus étaient considérés comme, je dirais, en amélioration
alors qu'en réalité, ce qui se passait, c'était des processus continus de fermeture du champ électoral et de fermeture du champ politique. Et cette fermeture va se passer notamment sur le terrain électoral avec disons, un ciblage des possibilités de candidature, un contrôle très strict, y compris des dynamiques de mobilisation des électeurs, puisqu'on voit comment, en l'occurrence, la taille des populations électorales potentielles et de la population électorale réelle dans ces différents pays présente un certain écart. Ce qui montre clairement qu'on a en fait des pays qui mobilisent faiblement tout en produisant un discours qui est un discours de mobilisation. Eh bien, clairement, il me semble qu'il s'agit là d'une tendance lourde dans ces régimes qui sont en fait une tendance à la fermeture. Et cette fermeture a commencé à la fin des années 90 et s'est progressivement renforcée, confortée, au point que l'on assiste maintenant à une véritable, dans certains pays, une véritable dépression démocratique. Voilà quelques points que je voulais mettre sur la table pour engager un peu la discussion. Merci, professeur Machikou, pour cette trajectoire historique et institutionnelle de cet enracinement autoritaire, avec également des parallèles avec certains des points qui ont été soulevés précédemment, entre autres en termes de cette performance ou de la consommation. Qui consomme ces élections? Est-ce que c'est pour l'extérieur ou pour l'intérieur? Je vais maintenant passer la parole au professeur Sédou pour ses réflexions sur la question. Bien, merci. Je pense que le décor a été déjà campé avec les deux premières interventions, dont j'approuve en tout cas le contenu. Je voudrais, dans un premier temps, revenir sur quelques aspects qu'on peut considérer comme des aspects consolidants, entre guillemets, notamment le fait de constater une certaine routinisation des élections, ce qui peut être considéré comme un élément de consolidation, même si on observe que dans la plupart des pays, cette banalisation du processus électoral ne s'accompagne pas toujours, je dirais, d'une adhésion très forte des populations et ne s'accompagne pas également toujours d'une amélioration des relations entre gouvernés et gouvernants de façon générale. Je crois que le cas de la crise actuelle au Mali est très éloquent pour illustrer ce propos. Et il y a également un autre élément que nous avons observé, notamment dans les pays du Sahel, notamment le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'est la capacité des régimes en place à s'adapter à l'insécurité. C'est vrai que pour des pays comme la RDC, par exemple, depuis des années, il y a cette insécurité permanente dont on s'accommode. Mais pour un pays comme le Burkina Faso et le Niger, qui ont organisé des scrutins récemment, ce n'était pas du tout évident. Et la question même s'est posée de savoir s'il fallait véritablement maintenir ces scrutins, s'il fallait les reporter, s'il fallait aller vers une transition, etc. Et de l'autre côté, les processus électoraux qu'on a observés dans la région ouest-africaine francophone, par exemple, il y a trois éléments qui me semblent importants, qui peuvent constituer une tendance, renforcer cette tendance à la fermeture dont parlait le professeur Machikou. C'est notamment cette question d'exclusion. Cette question d'exclusion parce qu'on a vu les scrutins présidentiels au Bénin. C'est le troisième scrutin pour lequel l'opposition a été exclue. Il y a eu des élections législatives, il y a eu des élections locales et l'élection présidentielle pour laquelle c'est le président en exercice qui a choisi ses concurrents. On l'a vu également en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Niger où il y a eu un semblant d'alternance avec en tout cas une passation des charges pour la première fois de l'histoire du pays. Mais avec le fait également que l'opposant principal, Ama Amadou, avait été exclu du scrutin. Et donc cette tendance à l'exclusion politique, à l'affaiblissement des courants oppositionnels est une tendance qui déconsolide la démocratie. Et on a également cette tendance à, je dirais, démanteler la limitation du nombre de mandats présidentiels. Les troisièmes mandats, notamment, qu'on a observés en Côte d'Ivoire, en Guinée. On parle également de velléité de troisième mandat
pour le Sénégal. On attend de voir ce que ça va donner, si ça va se vérifier ou pas. Et donc, de ce point de vue, on peut considérer qu'il y a un véritable recul démocratique, même si dans certains pays comme le Bénin, par exemple, on peut observer un certain nombre de réformes que le président Patrice Talon a réussi à faire, telles que la fusion entre la police et la gendarmerie, qui sont des questions taboues dans des pays comme le Niger et le Burkina Faso, par exemple. Un dernier élément que je voudrais souligner qui me semble particulièrement important, c'est le fait que ces élections continuent, je dirais, de se dérouler avec une certaine déconnexion avec les politiques publiques. On n'a pas l'impression que les élections, dans notre contexte, sont des moments de mise en confrontation des offres politiques. Pour vous donner un exemple, au Burkina Faso, parce que je suis en train de travailler avec une collègue sur un article là-dessus, sur la place de la sécurité dans l'élection présidentielle de novembre 2020 au Burkina Faso, nous avons observé que le candidat qui est arrivé troisième, donc qui a été le plus grand perdant de scrutin, Zéphirin Diabré, en fait, a été celui qui a été le plus prolixe dans son programme sur les questions de sécurité. Donc, un pays qui fait face à une crise sécuritaire, et le candidat qui a été le plus prolixe, qui a consacré de l'énergie, des ressources pour réfléchir sur la sécurité, a enregistré la plus grande dégringolade, a été le grand perdant des élections. Donc cette déconnexion entre processus électoraux et politiques publiques me semble quelque chose d'extrêmement problématique, parce que c'est comme si les scrutins ne sont pas en fait des moments justement de mise en compétition, de mise en concurrence des offres politiques. Et donc il y a le poids de l'argent, le poids du clientélisme politique qui continue en tout cas d'expliquer les comportements électoraux. Et c'est une tendance justement qui renforce, je dirais, les régimes hybrides que nous avons dans la plupart de ces pays. Voici donc quelques éléments que je voulais en tout cas ajouter dans la discussion à ce stade. Merci. Merci. Je vous remercie d'inscrire évidemment notre sujet dans une définition de la gouvernance politique qui est plus large quand vous abordez évidemment sa relation à la sécurité et entre autres avec les politiques publiques. Et vous nous parlez aussi de cette question de sécurité comme étant un des obstacles. Pour moi, c'est la meilleure façon de passer à la deuxième section ou notre deuxième ronde de questions qui justement va porter sur les pistes d'action, certaines des pistes d'action et comment répondre à certains des obstacles qu'on voit se dessiner par rapport à ces processus électoraux. Et sur ces obstacles et pistes, je commencerai en vous posant, professeur Sédou, une question. On va passer à des questions individuelles et on va, puisqu'on a fait ordre alphabétique régulier, on fera ordre alphabétique inversé. Professeur Sédou, quels sont, si on continue dans cette lancée d'obstacles à la régularité des processus, c'est ce que vous nous suggériez en termes de sécurité, quels sont d'après vous certains des plus grands obstacles pour les processus électoraux en Afrique et comment les surmonter? Avez-vous des pistes à explorer avec nous sur la manière de surmonter certains de ces obstacles pour améliorer la crédibilité et la transparence des élections en Afrique francophone? Je pense que les obstacles, il y en a plusieurs. Un premier obstacle qu'on peut relever, c'est un peu ce déficit de culture politique au niveau des populations. Le fait qu'une grande partie de la population dans nos pays qui vit notamment en milieu rural n'est pas suffisamment socialisée à la démocratie. Et cela explique pourquoi l'identité, pourquoi le clientélisme, pourquoi la corruption électorale continue de déterminer les comportements électoraux. Et de ce point de vue, il me semble qu'il est nécessaire d'intensifier le travail d'éducation au vote. Dans des pays comme le Burkina Faso, par exemple, cette mission incombe à des organisations comme celles de la société civile, également la commission électorale, les partis politiques, mais qui reste une fonction généralement latente, qui n'est activée que pendant les périodes électorales. Il y a également un autre obstacle qui est lié au déficit de culture démocratique au niveau des élites. On a l'impression que depuis véritablement la troisième vague de démocratisation, les élites ont été recyclées, ont tenté de s'adapter aux exigences de la démocratie, aux standards de la démocratie, mais dans le fond, chaque fois qu'il y a la possibilité de conquérir le pouvoir autrement que par les urnes,
on le voit au Mali, on n'hésite pas justement à utiliser des moyens anticonstitutionnels, à passer par des règles non constitutionnelles pour accéder au pouvoir ou pour conforter sa position au pouvoir. Il me semble également que nous avons encore beaucoup d'obstacles dans l'ancrage du processus démocratique au niveau de l'organisation des élections. C'est ce qu'on a constaté, par exemple, lors de la dernière élection présidentielle au Burkina Faso, où on a malheureusement constaté qu'il n'y avait pas véritablement un effort de capitalisation de tout ce qui a été fait comme, en tout cas, expérience en matière d'administration des processus électoraux. Surtout avec aujourd'hui la complexification des processus électoraux, notamment avec le vote à distance, le vote de la diaspora. 22 pays ont été concernés, par exemple au Burkina Faso. On a constaté qu'au Niger, la diaspora n'a pas pu voter à cause de la crise liée à la COVID-19. Mais de ce point de vue, sur le plan logistique, il me semble qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Nous avons plusieurs schémas d'organisation en matière d'ingénierie électorale, tantôt des commissions indépendantes comme au Burkina, tantôt des systèmes hybrides où il y a non seulement l'administration, mais également des acteurs de la société civile, comme au Mali et au Sénégal dans une certaine mesure. Mais il me semble qu'il y a encore des réflexions, des efforts à faire à ce niveau pour que l'administration électorale puisse avoir la technicité, l'expertise nécessaire, mais également la légitimité au niveau des différents acteurs. Moi, je pense que fondamentalement, l'un des facteurs qui peut expliquer c'est le déficit démocratique qu'on observe. Ce que j'avais indiqué, c'est d'une part des problèmes systémiques liés au déficit démocratique, au déficit de culture démocratique au niveau et de la base et des élites, mais c'est également le fait que nous sommes dans un environnement où la précarité matérielle est utilisée, justement, est devenue un terreau qui explique les comportements clientélistes, la corruption électorale, etc. Donc, je crois qu'il y a véritablement nécessité d'intensifier, en termes de pistes de solutions, d'intensifier le travail d'éducation au vote, en utilisant par exemple les langues nationales, faire en sorte que les populations dans les villages les plus reculés puissent comprendre le sens, n'est-ce pas, des élections, puissent comprendre l'importance d'accorder du crédit aux programmes, aux idées, plutôt que de voter pour le fils du village, le fils du territoire, ou bien de demander de l'argent en échange des votes. Donc, je pense que ce sont ces processus qui permettront certainement, dans les années à venir, d'améliorer la qualité de la démocratie. On peut considérer que nous sommes dans un processus, je dirais, inexorable, même si ce point de vue est battu en brèche par certains auteurs en sciences politiques qui montrent qu'en fait, que ce schéma de la démocratisation, de la transitologie présente quelques difficultés. Nous sommes dans un processus dont on ne connaît pas la portée à l'avenir, mais il me semble qu'il y a des opportunités avec le fait que les populations adhèrent à la démocratie. Il y a les enquêtes Afrobaromètre dans les pays africains qui montrent qu'en général, les Africains, en tout cas, adhèrent à la démocratie, préfèrent la démocratie à d'autres formes de régime politique. Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement faire en sorte que la démocratie puisse produire des résultats, que la performance des dirigeants puisse conforter cette dynamique-là, qui me semble en tout cas un acquis important. Je vous remercie. Vous avez décliné cette question en regardant différents acteurs dans un système où les incitatifs ne sont peut-être pas nécessairement là et où on devrait cibler justement, vous avez parlé entre autres d'éducation, entre autres à la démocratie. Vous allez me permettre de prendre cette question et de la poser au professeur Bisoka, peut-être en la changeant un peu, mais puisqu'il nous permet d'avoir un regard sur les Grands Lacs. Professeur Bisoka, donc d'un point de vue comparatif ou du point de vue de la région des Grands Lacs africains, est-ce qu'il y a des pratiques récentes autour des scrutins électoraux auxquelles les chercheurs devraient porter attention, des mauvaises ou des bonnes pratiques? Et selon vous, quelles seraient certaines de ces pistes pour améliorer les processus électoraux sur la base de votre connaissance des Grands Lacs? Oui, merci beaucoup pour la question. Je commencerai par dire que les expériences électorales en Afrique des Grands Lacs montrent une chose, lorsqu'on y va avec une perspective de longue durée, c'est que l'adhésion pour les peuples en Afrique des Grands Lacs
à la démocratie comme système politique et aux élections comme mode de choix des dirigeants est aussi vieille que les États africains eux-mêmes. Et je ne pense pas que quelque chose ait changé de ce point de vue. Je pense que les élections passionnantes, par exemple, que la RDC a eu à la veille et au lendemain de son indépendance dans les années 60 le montrent, ou les élections que le Burundi a eues dans les années 90, juste avant la guerre civile, le montre très bien. Alors, trois petites choses comme leçons, en fait, à la fois théoriques et pratiques. Premièrement, c'est que les expériences, aussi bien en Afrique et ailleurs d'ailleurs, comme aux États-Unis ou dans les pays européens, de plus en plus dominés par des partis d'extrême droite, hein, ces expériences montrent qu'il faut une fois pour toutes déculturaliser la question électorale lorsqu'il s'agit d'Afrique. L'expérience montre en fait que la question électorale est dépend largement de rapports de force, et plus il y a de la violence dans ceci, moins l'élection est démocratique. Et il faut donc désormais essayer d'historiciser et de contextualiser cette question électorale et cesser de prendre a priori l'Afrique comme une exception et de point de vue culturaliste. Alors, deuxièmement, et ceci est lié à la première remarque, c'est que cette vision culturaliste est souvent utilisée par des gendarmes occidentaux de la démocratie en Afrique pour voiler leur échec dans les médiations possibles de ces rapports de force, voire pour intervenir et soutenir des attitudes non démocratiques des acteurs politiques au pouvoir pour leurs propres intérêts. Je pense ici, par exemple, à l'attitude de la France par rapport à ce qui s'est passé au Niger dernièrement, où la stratégie de deux poids, deux mesures en Afrique de Grand Lac, lorsqu'il s'agit de parler du Rwanda, du Burundi ou du Congo, lorsqu'on parle des élections. Et finalement, l'expérience des élections en Afrique francophone a produit une nouveauté que je pense qu'on devrait très sérieusement étudier et approfondir, c'est l'idée de l'alternance comme principe au même niveau que les élections comme le mode de choix de dirigeants, des animateurs politiques. En fait, les peuples de ces pays ont compris que ce qui est en jeu, ce n'est pas le choix des animateurs, hein, l'organisation des élections en général, mais le départ de ces animateurs-là. Et peu importe que la Constitution leur donnait la possibilité de partir ou de rester au pouvoir. En Afrique des Grands Lacs, les gens ont compris que les enjeux électoraux sont devenus plutôt juridiques, c'est-à-dire que les dirigeants s'arrangent désormais pour gagner les élections, non de manière frauduleuse, mais plutôt de manière légale, d'une part en contrôlant le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qui va mettre en place la loi électorale et tout le dispositif derrière et en faire quelque chose de juridique, mais aussi le contrôle. Ils essaient de tout faire pour contrôler les instances juridiques, judiciaires, comme par exemple le contrôle de la Cour institutionnelle, c'est-à-dire ces instances qui reçoivent les recours après les élections. Et donc, ici, il y a une nouveauté, c'est de dire au fond que, indépendamment des choix constitutionnels, des choix des assemblées nationales, la question de l'alternance doit être considérée comme un principe constitutionnel. Pourquoi? Simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait le changement au niveau de la tête du pays, il y avait la possibilité pour les rapports de force au niveau politique de pouvoir bouger.
Et je pense qu'on l'a vu dans des cas comme le Congo, où le départ de Kabila après 18 ans au pouvoir a permis de changer certaines choses en termes de démocratisation, de sécurité, etc. Au Burundi, ben voilà, le changement a eu lieu au sein du parti au pouvoir, mais quand même, il y a eu quelques ouvertures. Et au Rwanda, où il n'y a pas eu de changement, que ce soit au niveau de la présidence de la République, que ce soit au niveau du parti au pouvoir, il n'y a pas eu de changement. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut apprendre à partir de l'Afrique des Grands Lacs et qui peut valoir pour beaucoup de pays francophones, c'est de dire en fait que la volonté d'avoir des élections libres, d'avoir un système démocratique est toujours là, a été toujours là. Et si ça n'a pas été le cas pendant la période des dictatures, c'est parce qu'il y a eu ces appuis, on le sait, au niveau international, de ces dictateurs. On a eu des problèmes aussi pendant la guerre, mais dans les deux situations, il y a toujours eu des luttes politiques, des assassinats politiques de tous ceux qui osaient dire non, et que les ouvertures qu'on a eues depuis les années 2000 ont permis finalement, non pas de promouvoir une volonté de démocratisation, mais plutôt de donner un espace pour pouvoir exprimer ce qui a toujours été là. Je vous remercie pour cette réponse percutante qui nous demande de changer de focale, entre autres, en adoptant un regard décolonial sur la question des élections en Afrique, en changeant peut-être là où on porte le regard aussi, peut-être moins sur l'élection en soi, mais sur l'alternance. Je vais maintenant me tourner vers la professeure Mashikou. D'un point de vue régional, quel est le rôle que des organisations comme l'Union africaine ou d'autres organisations sous-régionales africaines peuvent jouer en termes de promotion d'une gouvernance démocratique ou du moins de société ouverte en Afrique francophone? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai l'impression que j'ai une petite instabilité. On vous entend. Ah ben, très bien, merci beaucoup. Donc, je prends bonne note de votre question qui se rapporte à la régulation et potentielle que des organisations communautaires peuvent avoir sur ces processus. Je voudrais dire deux choses sur ce point avec l'exemple récent du Tchad. Comme on a pu le voir, où évidemment il y a eu une situation de rupture de l'ordre constitutionnel avec une junte militaire qui a saisi le pouvoir, alors même que les résultats des élections, pour dire aussi quelle est la valeur d'un processus électoral dans ces conditions-là, c'est-à-dire dans des régimes qui sont quand même foncièrement prétoriens et en alliance, ou alors soit fondés sur l'armée, soit en alliance très forte avec l'armée. C'est une grande constante en Afrique centrale. Eh bien, ce qu'on a observé, c'est quand même finalement une décrédibilisation de cette parole internationale. On a vu les hésitations, en tout cas dans le cas du Tchad, les hésitations de la Commission à se prononcer comme elle l'avait fait par rapport à d'autres situations comparables sur cette occurrence de prise anticonstitutionnelle du pouvoir. Et plus généralement, parce qu'on pourrait étendre en fait cette observation à la CEAC, à la CEMAC, qui fait moins d'observations électorales. Mais pour ce qui concerne l'organisation continentale, il est constant que le niveau en fait, la gouvernance, je dirais la gouvernance à l'échelle des États est reflétée dans la gouvernance de l'organisation communautaire. Et j'ai presque envie de dire que la question d'une communauté de valeurs autour d'une forme de plus petit commun dénominateur démocratique, partant du bas, c'est-à-dire en fait de l'échelle nationale jusqu'à l'échelle communautaire, eh bien ce plus petit commun dénominateur ne semble pas acquis. On avait bien sûr le mécanisme d'évaluation des pairs, le MAEP, qui avait défini un ensemble de critères, y compris justement sur ces questions-là, parce qu'il ne faut pas regarder les processus électoraux en ayant une vue étriquée, mais il faut regarder en fait l'ensemble de la gouvernance pays, la gouvernance politique. Eh bien, ce mécanisme africain s'est révélé en crise, ou en tout cas peu légitime et peu audible. Donc, je pense que cette dynamique à l'échelle continentale, elle vient aussi s'adosser sur une dynamique où les organisations internationales, je pense en particulier
au rôle que va jouer un acteur extérieur comme l'Union européenne dans un certain nombre d'élections, on va voir comment il y a une forme de divergence de parole, de substance de parole sur ces élections, avec des rapports qui sont des rapports divergents dans leurs conclusions. On a des élections où l'Union européenne va se prononcer contre la qualité, en tout cas sur le fait que l'élection ne satisfaisait pas les qualités en termes de, je dirais, des qualités démocratiques. Et on va avoir derrière l'Union africaine qui va, comme on connaît bien la formule, qui dira que les élections se sont globalement bien déroulées. Et donc, on voit que, y compris dans cette mobilisation du haut, c'est-à-dire des acteurs qui sont hors des acteurs extra-étatiques, on voit qu'il y a aussi des lignes de fracture qui peuvent être aussi des lignes de fracture qu'on retrouvera entre les États, c'est-à-dire que les représentations démocratiques d'un certain nombre de pays vont, y compris des pays du Nord, vont sur certaines élections avoir des prises de position qui ne sont absolument pas convergentes. Donc je pense que cette question-là, il faut souligner le poids de cette, je dirais, de ce ressort international dans la production aussi de la performance électorale à l'intérieur des... Et cette performance va aller, y compris de pair dans certaines élections, avec la mobilisation de faux observateurs. On l'a observé dans une ou deux élections, je pensais en particulier à l'élection à des faux observateurs qui avaient été démasqués lors de la présidentielle au Cameroun. Et donc, on voit qu'il y a tout un marché qui est aussi le marché de faire croire, le marché qui consiste à faire preuve avec une prise de position concurrentielle entre les acteurs nationaux, l'État ou les autorités, les dirigeants en place qui produisent en fait, je dirais, la performance électorale et en même temps, justement, une confrontation de cette parole qui est une parole de crédibilisation des élections avec d'autres paroles en présence. Si je peux me permettre de dire un mot, puisque cette question m'a fortement interpellée, sur finalement quel est le point par lequel on peut repenser, on peut réenchanter ces processus électoraux. Je voudrais me permettre de dire, Marie-Ève, qu'il y a un enjeu qui me semble central, étant donné que la compétition formelle, c'est vrai, peut se faire violente, des candidats de l'opposition peuvent être empêchés de participer aux élections, mais le régulateur finalement de la compétition qui tient à la qualité, la profondeur, l'étendue de la participation populaire est un enjeu qui me porte à soulever la nécessité dans ces différents États d'avoir des mécanismes, des ressorts, des dynamiques démocratiques disséminées dans la société. Parce que ce qu'on va observer, c'est que d'un pays à l'autre, on a finalement un niveau de participation qui est assez faible. Et ce niveau de participation faible qui est lié à cette abstention finalement de choix et pas nécessairement de conditions, cette abstention de choix vient s'inscrire dans un contexte d'impatience populaire. L'idée que les élections ne servent à rien, que si, de toute façon, si on vote, ça ne changera absolument rien, c'est traduit aussi par l'expression d'un recours à d'autres modalités d'expression. Si on prend le cas je voulais prendre le cas d'un pays qui est hors de la zone que je regardais, l'Afrique centrale, mais si on prenait le cas du Sénégal, vous allez voir que, notamment pour une ou deux enjeux, par exemple l'arrestation, la mise en examen d'un opposant, on a vu comment il y a une forte mobilisation des jeunes qui parfois dérivaient sur des formes, disons, un peu violentes. Et donc, on voit très clairement qu'il y a cette impatience populaire qu'il faut regarder, mais qui en dit long finalement sur la nécessité d'avoir ce que Rosan Vallon appelait la contre-démocratie, c'est-à-dire finalement dans la société, l'expression de mécanismes de participation à travers un pouvoir de surveillance qu'exercerait la population sur les gouvernants, avec un pouvoir de surveillance, une capacité de surveillance, une capacité d'empêchement. Et cet empêchement qui lui-même, évidemment, ne peut pas être détaché des mécanismes de répression, parce que la démobilisation collective qu'on va observer dans ces différents États
ne peut pas être déconnecté des mécanismes par lesquels la participation populaire est, en l'occurrence, quand elle est non conventionnelle, elle est réprimée. Elle est réprimée par des arrestations ou voire plus. Et donc, il est nécessaire la démocratie dans les espaces pour que soit confrontée finalement cette forme d'indifférence populaire vis-à-vis du pouvoir, de la chose publique. Je voudrais dire qu'une des tendances à noter de ce point de vue-là, c'est la faible capacité programmatique, la faible portée programmatique de ce que leur donnent les partis politiques. Donc, on voit bien que ce n'est plus dans l'espace militant que l'espace partisan que ça doit se jouer. Il est nécessaire qu'il y ait un déplacement finalement des espaces d'engagement, de participation vers la société. Et je pense que c'est vraiment par ce biais-là que l'on peut réenchanter, on peut remettre du sens dans les acquis ou en tout cas les luttes et les avancées des avancées démocratiques. Je voudrais sortir en disant que ces temps-ci, et en particulier dans les pays que je regardais, c'est-à-dire le Tchad et le Congo, le Cameroun, on le sent pas, c'est vrai, de manière très forte, mais il faut savoir qu'il y a en gestation la cristallisation de 3 formes d'impatience. Il y a d'abord cette impatience populaire qui va se construire notamment sur les dysfonctionnements du service public, une incapacité à obtenir des services sociaux essentiels, ce qui conforte, alimente, soutient une impatience populaire qui était ancienne, mais qui est de plus en plus forte. Il y a une deuxième impatience qui est plus ancienne, qui est une impatience internationale, de voir dans ces pays les processus finalement de cette ingénierie démocratique, cet accompagnement qui a été fourni à ces États se concrétiser par une transformation de la compétition électorale pour qu'elle ne soit pas juste une compétition sur le papier, mais que ce soit une vraie compétition qui n'est pas formelle, mais qui est réelle. Et cette impatience internationale des acteurs internationaux va maintenant rencontrer dans certains pays une impatience élitaire. Il y a une impatience élitaire. On sait aussi que les transitions, que l'alternance se joue parfois dans les luttes entre les factions élitaires au pouvoir. Et je trouve que cet élément doit nous interpeller, ce qui se joue en fait dans les segments hégémoniques des partis au pouvoir dans ces différents États, et en particulier des formes d'indocilité, d'indiscipline que l'on observe, par exemple, qu'on a observé lorsque c'est passé au Tchad, ce changement anticonstitutionnel, et qu'on a aussi observé sur certaines questions au Cameroun. On voit bien que clairement, il y a maintenant 3 niveaux d'impatience qui se relient. Voilà, je m'arrête là. Je suis désolée d'avoir été long. Merci. Non, je vous en prie, c'était extrêmement riche. Vous nous avez permis une lecture à plusieurs niveaux en nous parlant évidemment de certains des enjeux des institutions internationales, mais en terminant aussi sur cet appel au niveau de ce qui se passe au niveau des sociétés. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le tremplin parfait pour passer la parole à Fred Bauma, qui a évidemment un pied dans le monde de la société civile, mais également le monde de la recherche. Et je pense qu'il peut nous parler un peu de cette question de la contribution que les mouvements sociaux peuvent venir faire à certaines de ces transformations politiques auxquelles, comme vous l'avez mentionné, les populations, mais également parfois certains partenaires, les aspirations qu'ils ont par rapport à cette ouverture politique. Monsieur Bauma, je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Nadine, auquel j'adhère complètement. Peut-être que je vais commencer, je vais utiliser ça comme squelette pour mon intervention. Je pense qu'on on remarque exactement une impatience populaire grandissante. Et je suis d'accord avec Nadine quand elle parle de l'impatience populaire, l'impatience internationale, etc. Et je pense que cette impatience-là a conduit
dans nos différents pays à plusieurs mobilisations, parfois de faible intensité avant des périodes électorales et, souvent de grande intensité autour des périodes électorales, mais la possibilité de transformer cette mobilisation en un élément un élément de construction de la démocratie dépend, je pense, d'un autre débat. Cet autre débat, c'est la place parce qu'on parle on structure cette discussion autour des élections, ça parle de la place des élections dans les processus démocratiques. Quel est le rôle, où est-ce qu'on résume les élections, quel est le rôle que jouent les élections dans notre structure démocratique actuelle? Parce que pour l'instant, on semble sur le continent, en tout cas au Congo et dans quelques pays, moi j'observe, on semble avoir limité les élections, la démocratie aux élections. Et on semble également avoir limité parfois la démocratie ou mesurer la démocratie à la possibilité de l'alternance, comme a dit Emma un peu plus tôt. Et en fait, la démocratie n'est plus forcément une question de la qualité du débat démocratique, de la qualité du débat, de la qualité du personnel politique, de la qualité de l'offre politique, mais probablement des mécanismes, c'est un mécanisme qui est parfois juste un exercice physique où les gens votent et on ignore leur voix, ou un mécanisme comme on a vu au Congo, qui est traversé à la fin pour calmer la masse et peut-être rassurer l'extérieur. C'est que pour que les mobilisations actuelles puissent arriver, pour que les mobilisations actuelles qu'on observe un peu partout sur le continent puissent arriver à long terme, à influencer la constitution démocratique à long terme, il faut que ces mobilisations, je pense, je le vois de plus en plus, il faut que ces mobilisations se transforment en une offre politique réelle. Non pas, ce que je ne suis pas en train de dire, c'est que le mouvement devrait se transformer en parti politique, probablement pas. Mais en tout cas, que nos objectifs ne devraient pas être, les objectifs de mouvements sociaux sur le continent ne devraient pas être limités à des questions électorales. Au moment où les élections, en tout cas où la structure des élections ne semble pas être adaptée à renforcer, ne semble pas être de points à partir desquels la démocratie pourrait se construire en Afrique. Si on voit même le rôle de l'Union, Nadine a parlé de l'observation, du forum d'observation, on s'accommode, l'Union africaine et les autres institutions et même tous les observateurs s'accommodent facilement aux fraudes électorales qu'à autre forme. Je pense qu'il faudrait repolitiser positivement la société civile sur le continent. Le repolitiser dans le sens où il ne se voit pas. Aujourd'hui, lorsque vous parlez avec des mouvements sociaux en RDC, par exemple, ou dans d'autres pays, et vous demandez à ces mouvements sociaux où est-ce qu'ils se situent dans la sphère politique, beaucoup de mouvements sociaux se considèrent comme société civile. Même si, et je pense qu'ils sont plus ou moins société civile, même si lorsque le mouvement social, souvent, les nôtres, c'est de la troisième vague, comme on les appelle souvent, lorsqu'ils ont été créés sur base d'une critique qu'on avait de politique, mais aussi de la société civile. On critiquait la société civile qui s'était professionnalisée, on critiquait la société civile qui était incapable de tenir redevable jusqu'à un certain degré le politique. On critiquait la société civile qui était devenue incapable de mobiliser les masses. Au même moment, on critiquait le politique, évidemment, parce qu'il n'arrivait pas à nous donner une offre et à mettre en place une offre qui correspondait à nos attentes. Mais dans la manière dont, quand je dis que le mouvement se retrouve comme société civile, c'est que souvent, moi je parle ici spécifiquement du cas de la RDC, les discours publics et peut-être un peu académiques aussi, a divisé les gens, disons, les différentes organisations en deux groupes, en des sortes de cases, et on a placé les uns et les autres dans des cases où ils se sentent le plus confortables.
Alors, on dira qu'il y a des politiciens, il y a la société civile, puis il y a les autres. Et lorsqu'on vous décrit comme société civile, on limite jusqu'où vous pouvez aller dans la réaction, dans le débat, dans la participation politique. Et lorsqu'on voit, par exemple, au Congo, nous, on a vu pendant toutes les périodes de mobilisation que lorsqu'on on tend à aborder certaines questions, soit les gens de la société civile, les autres personnes de la société civile qui disent ça, c'est des questions politiques, on ne peut pas les aborder, ou alors ce sont des politiques qui vous disent vous êtes société civile et donc vous ne pouvez pas aborder ces questions-là. Et je pense que cette barrière-là doit être brisée pour que le mouvement de mobilisation actuel puisse arriver à engendrer une nouvelle offre politique qui pourrait probablement refléter plus les attentes démocratiques que nous avons. Et on a vu que cette limite, parfois, nous a poussé beaucoup de mouvements au moment où ils arrivaient à un moment de tension maximum dans la mobilisation, à ne pas assumer, à se retirer et à laisser tous les autres à quitter le processus plus ou moins. On a vu au Sénégal en 2012 que Y'en a marre a dit bon, nous ne voulons pas nous mêler de l'histoire, nous avons mobilisé, etc. Vous continuez. Le ballet citoyen était pareil. Nous, à plusieurs reprises, nous avons constamment refusé de rejoindre ou de jouer un certain rôle politique. La conséquence, c'est que 2 ans plus tard, 1 an plus tard ou 3 ans plus tard, on se retrouve désenchanté de nouveau et on nourrit un cycle de mobilisation, remobilisation, démobilisation qui finalement, à la longue, risque de démotiver et de démobiliser tout le monde et ne pas avoir d'impact parce qu'on est confortable dans nos cases. Je pense qu'on doit quitter ces cases-là pour être en mesure de contribuer substantiellement à la démocratie. Et en quittant ces cases, ça nous libérera d'abord, mais en quittant ces cases, nous devrions également questionner le rôle de la démocratie et ne plus le rôle des élections dans le processus et ne plus limiter la démocratie au simple processus électoral parce qu'on voit très bien, beaucoup de gens l'ont dit, comment est-ce que les élections ont cessé d'être, en tout cas ont cessé dans plusieurs pays d'être des occasions de débat et de renouvellement de l'élite politique et plus des moments soit de confirmation de ce qui est ou soit de légitimation extérieure des élites qui nous gouvernent. Voilà un peu de mots ce que je pourrais dire. Merci, c'est un regard très intéressant. Comme je disais, vous avez un pied dans les 2 mondes. C'est vraiment intéressant de vous entendre parler de cette frontière assez rigide qui est créée entre société civile et acteurs politiques. Écoutez, il nous reste une quinzaine de minutes à la partie plus formelle de notre rencontre. Le tout sera suivi pour ceux qui sont intéressés d'une courte période où on n'enregistrera pas et vous pourrez continuer à poser des questions aux panélistes. Mais dans le cadre de cette période plus formelle, je vais peut-être reprendre certaines des questions qui ont été posées dans le chat et dans le Q&A. On a parlé de nombreux acteurs. On a peu parlé de l'opposition formelle et on a peu parlé du rôle des partis politiques. C'est une question qui est revenue à quelques reprises dans le chat et dans le Q&A. Qu'est-ce que, pour vous, quel rôle jouent ces acteurs? Est-ce qu'ils ont un rôle important à jouer dans toutes ces aspirations, soit enracinement ou aspiration au changement? Il y avait également une question qui reprenait certains des commentaires qui ont été, qui sont ressortis de notre discussion sur un virage un peu plus sécuritaire à la gestion des contestations. Donc, j'aimerais vous entendre sur ces 2 questions, ou au moins une de ces 2 questions, en commençant peut-être à l'inverse de ce qu'on a fait. Monsieur Beaumont, rapidement, est-ce que vous souhaitez réagir à l'une ou l'autre de ces questions? Avez-vous un regard sur, encore une fois, le rôle que peut jouer l'opposition formelle ou le rôle des partis politiques dans les processus politiques dont on a parlé, ou sur la sécurisation des processus? Pour commencer, je vais commencer peut-être par la sécurisation des processus des élections. Je pense que, malheureusement, probablement que moi, je suis assez biaisé par les derniers processus électoraux, mais je pense que
la il y a des derniers processus électoraux dans mon pays et donc je trouve beaucoup de difficultés à proposer quelque chose de la sécurisation du processus électoral. Mais je pense qu'en peu de mots, je dirais trois choses. L'observation citoyenne des élections peut être un moyen de protéger le processus électoral, comme ça a été fait dans notre pays. L'observation en amont, en tout cas bien en avant du processus électoral, pas seulement le jour des élections. La mobilisation régionale peut être un autre moyen de protéger le processus électoral. Je pense aussi que une manière de protéger le processus électoral pourrait être par la loi. Souvent, dans ce qu'on a vu en RDC, par exemple, c'est que la loi électorale avait été faite de manière à ce que ce soit possible de ne pas d'avoir plusieurs interprétations qui empêchaient même de vérifier la crédibilité de certaines données électorales et de rendre peut-être impossible l'accès à certaines informations électorales. Et je pense que un maximum de transparence dans la publication des résultats des élections, dans le contrôle et la vérification par différentes sources des résultats électoraux pourrait être un bon point de départ dans la sécurisation de ce questionnement. Et je parle ici d'un contrôle citoyen large et la possibilité de cela. Pour les partis politiques, sans pouvoir m'y étendre, je pense, je rejoins ce qu'un des intervenants disait, cela dépend réellement de la qualité de notre personnel politique et de la maturité de nos partis politiques. Cela dépend de si ces partis politiques ne sont pas des partis qui sont centrés autour des individus, d'une seule personne ou d'une autorité morale, comme on le dit souvent dans nos pays, mais que ce soit réellement des espaces de débat. Est-ce qu'on voit des espaces de proposition d'un projet politique? Ce qu'on voit en ce moment au Congo, par exemple, c'est que les partis politiques ne sont rien de cela. Peut-être qu'Emar pourrait compléter, mais je pense que pour faire des partis politiques, pour compter sur les partis politiques, il faudra transformer les partis politiques, et pas, pour le cas du Congo en tout cas, et pas compter sur les partis politiques comme on le voit en ce moment. Je vous remercie pour cette réponse. Je vais passer la parole à Nadine Machikou, toujours sur cette question opposition, parti politique ou peut-être un rôle accru d'acteurs sécuritaires dans les processus électoraux. Mais on a également une question sur les médias, donc je peux à chaud rajouter ça. Vos réactions en 2-3 minutes, professeur Machikou. Alors, je vous remercie pour cette question. C'est vrai que pour bien comprendre la dépression démocratique dans ces différents pays, le traceur en est la trajectoire des oppositions et je dirais plus exactement la trajectoire des opposants. Et on va voir globalement dans ces systèmes électoraux que souvent, ils se présentent aux élections en rang dispersé, essentiellement dans un système électoral qui ne leur est pas favorable, dont les règles ne leur sont pas favorables. On a une opposition, notamment une opposition qui peine en fait à s'organiser, parce que là aussi, il y a un tel écart en termes de ressources politiques, de ressources pratiques et symboliques entre les partis au pouvoir et les partis d'opposition que clairement, il est très difficile que ces partis gagnent je dirais, gagne démocratiquement une élection. Donc, cet élément de fracture interne au sein de l'opposition est un élément important. À quoi je voudrais adjoindre l'idée que finalement, n'ayant pas la main sur le processus, sur les règles, sur le système électoral, parce qu'il y a ici et là une forme d'autoritarisme électoral, eh bien, certains de ces partis vont décider de jouer la carte de l'exit. Et on a vu, par exemple, dans certains pays au Gabon, au Cameroun, sur l'élection législative, sur des élections locales en particulier, on va voir certains partis politiques appelés au boycott. Le boycott étant devenu une arme par laquelle, à la fois, on va délégitimer l'élection, c'est-à-dire qu'en se mettant hors
hors de la compétition et en même temps, parfois créer une telle tension sociale par le fait de ne pas participer que l'espoir de l'opposition est que la société, que la population prenne le relais de leur mobilisation. Donc, je pense que cette question de la situation de déclassement, d'affaiblissement de l'opposition doit aller de pair avec ce que j'observe dans ces différents pays. C'est aussi une forme d'éloignement idéologique, d'éloignement politique, d'éloignement technocratique, d'éloignement social des partis d'opposition. Si vous regardez, si on analyse attentivement les différents projets de société, on va voir que ce sont des partis qui souvent, pour un certain nombre, pas tous bien sûr, vont construire en fait simplement un contre-discours au parti au pouvoir, contre-discours sans la formation d'un lieu propre, d'un discours propre, et finalement occuper une position qui est une position aussi de déconnexion avec les populations. Je trouve que cette forme de je dirais voilà cette forme d'éloignement éloignement politique finalement de l'opposition qui tient aussi aux ressources dont dispose l'opposition se lie aussi dans leur implantation territoriale. On va voir certains partis politiques qui sont confinés soit à la capitale ou soit dans une région ou deux. Donc il y a aussi cet enjeu-là de présence territoriale, de proximité avec les électeurs qui a un effet sur la capacité de l'opposition à se faire entendre. Ce qui, évidemment, Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Merci. Je vous remercie. Entre autres, pour laisser la parole. Cette question des fiefs politiques qui n'était pas ressortie jusqu'à présent, mais qui est très importante. Je vais passer tout de suite la parole au professeur Bisoka pour ses réactions à chaud sur ces questions. Oui, merci beaucoup, Ève. En fait, la question de partis politiques, dans ce cas-là, comme l'exprimaient déjà mes collègues, pose la question du côté structurel des élections, c'est-à-dire de l'espace démocratique en tant que tel. C'est vrai qu'il existe beaucoup de partis politiques de nom, hein, comme on le voit souvent dans la région. Mais on a quand même vu aussi dans beaucoup de pays, beaucoup d'opposants qui ont décidé de jouer finalement la carte de la survie, de la versatilité, parce que ils étaient en face de beaucoup d'oppression. Hein. On peut citer quelques pays en Afrique des Grands Lacs et en Afrique centrale de manière plus générale. Je ne sais pas si c'est éthique déjà de demander, de le reprocher à ses opposants ou de leur demander de devenir des martyrs. Il y a ces pays-là où on a beaucoup d'hommes politiques, d'opposants politiques en prison, justement parce qu'ils essaient de bien faire leur travail d'opposition. Et là, encore une fois, la question qui a été posée, qui est celle du contre-pouvoir et d'alliance possible entre ces partis politiques et les organisations de la société civile ou simplement des mouvements populaires est ici très importante, hein, cette coalition-là. Mais on se pose encore une fois aussi la question du rôle de la communauté, de ce qu'on appelle la communauté internationale, en tout cas des partenaires financiers et techniques, quel rôle ils peuvent jouer aujourd'hui pour essayer de jouer un rôle, en tout cas dans les rapports de force en place. Et donc oui, la question de partis politiques au niveau des élections pose ces deux questions-là. Donc la question de l'espace structurel où l'espace politique où on peut se mouvoir et pouvoir vraiment faire son travail sans danger, mais aussi les rapports de force et les alliances possibles.
Je vous remercie pour une réponse qui s'inscrit dans le très, très concret, évidemment, des réalités sécuritaires pour certains de ces acteurs. Et maintenant, je vais passer la parole au professeur Sédou pour ses commentaires sur les questions. Bien, merci. Je voulais également réagir sur les partis politiques. Ce qu'on observe dans certains pays où on a des régimes autoritaires ou hybrides, c'est le fait que l'existence même des partis d'opposition qui acceptent d'inscrire leurs actions dans le cadre conventionnel constitue en soi un paradoxe. Parce que lorsqu'on est dans un contexte politique où véritablement on sait que les élections sont verrouillées, les résultats sont connus d'avance, c'est un véritable paradoxe même de constater des partis qui acceptent de s'investir, de mettre leurs ressources, leurs énergies dans une campagne électorale. Et la question ici se pose de savoir quelle stratégie ces partis d'opposition peuvent utiliser dans un pays, par exemple, comme le Tchad, où tout le monde sait que voilà, il n'y a aucune possibilité d'avoir un changement démocratique par la voie des urnes. Alors, est-ce que les partis doivent utiliser des moyens, je dirais, extra-conditionnels, comme on le voit déjà au Tchad avec la rébellion armée? Est-ce que ces partis doivent continuer à inscrire leurs actions dans le cadre légal? C'est un véritable dilemme pour les partis politiques. Les partis politiques d'opposition dans ce contexte, en tout cas semi-autoritaire ou hybride. Deuxième élément que je voulais dire sur les partis politiques, c'est le fait que dans beaucoup de cas, les partis d'opposition ne sont pas en fait porteurs d'alternatives. C'est pour ça que Joseph Kizerbo disait dans le contexte du Burkina que si véritablement lors d'une élection on n'a pas des menus différents, on n'a pas des programmes, des offres différentes, c'est une élection qui peut aboutir peut-être à une alternance, mais sans véritable alternative. Et cela est un élément qui participe également à discréditer les partis politiques de l'opposition. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Burkina Faso, vous avez des candidats à l'élection présidentielle qui se retrouvent un mois ou 3 mois après, ou même quelques semaines après, avec un portefeuille de ministre, en train de servir le candidat qu'ils avaient décrit comme étant incapable, etc. Et cela, véritablement, participe à les décrédibiliser aux yeux de l'opinion. Et cela me permet de rebondir rapidement sur une question qui a été posée dans le chat par rapport au vote censitaire. C'est une question qui revient chaque fois ici au Burkina lorsqu'on discute avec les étudiants qui disent mais pourquoi ne pas limiter le vote à ceux qui sont les personnes instruites, les personnes qui ont été à l'école. Je dis qu'il y a un certain nombre de réserves. Dans notre contexte, c'est pratiquement impossible parce que nous avons opté pour le suffrage universel. Il y a déjà une polarisation politique et sociale. Le monde rural qui se sent délaissé, cette fracture qu'on observe entre le monde urbain et le monde rural. Si on exclut les paysans, les personnes analphabètes des élections, ça va renforcer cette polarisation. Il y a aussi un autre argument qui consiste à montrer que, et ça les enquêtes Afrobaromètre l'ont démontré, qu'en fait les personnes instruites, les personnes à un certain niveau d'instruction défendent moins la démocratie que les personnes dites analphabètes. Donc je crois qu'il faut véritablement travailler à expliquer aux populations, y compris dans les langues nationales, le sens de la démocratie. C'est en investissant dans l'éducation au vote, je pense qu'on peut véritablement changer cette situation dans le moyen ou dans le long terme. Je vous remercie pour cette réponse et aussi pour nous faire remarquer qu'il y a d'autres questions dans le chat, bien entendu. On aura une quinzaine de minutes après la partie formelle. Je vois qu'il y a des gens qui sont très, très actifs dans le chat pour, de manière non enregistrée, continuer à discuter un peu avec nos merveilleux panélistes qui ont vraiment mis la table de manière très, très riche aujourd'hui. Mais je passe tout de suite la parole à Steve Tiwa pour la conclusion de la composante formelle et un gros merci encore une fois aux 4 panélistes. Merci beaucoup Marie-Ève de me passer la parole. Je vais simplement dire un grand merci, remercier sincèrement nos panélistes pour leur disponibilité, mais surtout pour les riches et passionnants échanges qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui. Et donc, je vais te remercier également, Marie-Ève, pour cette excellente modération de notre table ronde. Et sans plus tarder, je vais donc ouvrir la partie informelle des échanges. Merci.